Salut l'ami, abonnez-vous s'il vous plaît. Une seconde pour vous, beaucoup pour moi. Mes parents m'ont poursuivi en justice juste après le décès de mon grand-père, le juge le plus renommé de l'Arizona. Ils ont affirmé que j'avais manipulé les personnes âgées pour m'emparer de leurs biens. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement présenté la seule preuve, le journal qu'ils avaient autrefois déchiré en morceaux. Ce jour-là au tribunal, le juge m'a regardé longuement et a demandé « Excusez-moi, êtes-vous, mon nom est Ethan Parker. J'ai 32 ans, je suis actuellement procureur pour l'État de l'Arizona, je vis et travaille à Sedona où je suis né et j'ai grandi. Si vous me demandez de raconter mon histoire, je ne saurais par où commencer car cela ressemble à un vieux livre. Ces premières pages jaunies, remplies de souvenirs que je veux à la fois chérir et laisser partir. Mais peut-être que pour comprendre qui je suis aujourd'hui, vous devez connaître ces premiers jours, les jours où j'ai été laissé pour compte, mais aussi aimé plus que je n'aurais jamais pensé le mériter. Sedona est une petite ville imprégnée du charme du sud-ouest avec ses routes en terre rouge et ses maisons en pisé nichées sous un soleil doré éclatant. C'est là que je suis né, mais pas là où j'ai été élevé avec l'amour de mes parents. Mon père, Daniel Parker, était autrefois une star du basketball. Grand, fort avec un sourire qui pouvait charmer n'importe qui. Il était un athlète très bien payé à 25 ans avec des contrats de parrainage et des tournées à travers le pays. Ma mère, Laura Parker, était une jeune journaliste vive et ambitieuse. Elle avait des cheveux blonds dorés, des yeux bleus perçants et une voix qui pouvait faire taire une pièce quand elle parlait des histoires qu'elle poursuivait. Ils étaient un couple parfait, du moins en surface, vivant vite, aimant passionnément et dépensant de l'argent comme si c'était de l'eau. Mais je n'appartenais pas à leur monde scintillant. J'étais un accident, un rebondissement inattendu qu'ils n'avaient ni anticipé ni voulu garder. Selon mon grand-père, lorsque j'avais 1 an, mes parents se sont présentés chez mes grands-parents à la périphérie de Sedona, me laissant avec un petit sac de vêtements et une vague promesse de revenir me chercher bientôt. Ils n'ont jamais tenu cette promesse. Ils m'ont laissé là comme on pourrait oublier un objet sans importance. Et ainsi, je suis devenu une partie de la maison de mes grands-parents, le juge Robert Parker et Grace, la femme la plus gentille que j'ai jamais connue. La maison de mes grands-parents se trouvait au bout d'une route tranquille, entourée de grands pins et d'un jardin rempli de fleurs sauvages. Elle n'était ni grande ni luxueuse, mais elle était toujours chaude, comme si l'amour de mes grands-parents s'infiltrait dans chaque brique et chaque vitre. Mon grand-père, Robert Parker, était un juge renommé à Sedona. Grand et mince avec des cheveux argentés et des yeux marron profonds qui semblaient voir à travers vous, cherchant la vérité. C'était un homme strict, mais il ne m'a jamais fait peur. Au lieu de cela, il me faisait me sentir en sécurité, comme si tant qu'il était là, le monde ne s'écroulerait jamais. Ma grand-mère, Grace, était une pièce entièrement différente du puzzle. Petite avec un sourire doux et des mains toujours occupées à pétrir la pâte pour le pain ou à tailler les plantes du jardin. Elle chantait de vieilles chansons folkloriques, sa voix n'était pas particulièrement belle, mais débordante d'émotion. Chaque fois que je l'entendais chanter, j'avais l'impression d'être enveloppé dans une étreinte. Elle m'a appris à faire du pain de maïs, à planter des graines de tournesol et à prendre soin des autres, non seulement par des actions, mais avec votre cœur. J'ai grandi dans cette maison, entouré de soirées où mon grand-père lisait des livres de droit sous la lueur d'une lampe, et de matins où ma grand-mère m'entraînait au jardin pour m'apprendre à identifier chaque plante. Mon grand-père aimait me raconter de vieilles affaires, des histoires de justice et de vérité. Il ne les partageait pas pour se vanter, mais pour me faire comprendre que, aussi chaotique que soit le monde, il y avait des règles pour le maintenir en équilibre. La justice, Ethan, a-t-il dit un jour, ce n'est pas de gagner. C'est de protéger ce qui est juste. Je me souviens encore des après-midi où il m'apprenait à jouer aux échecs sur un vieux plateau en bois dans le salon. Il me laissait toujours commencer, mais ne me laissait jamais gagner. Tu dois apprendre à te battre loyalement, Ethan, disait-il, ses yeux pétillants comme pour me lancer un défi. Ces parties d'échecs m'ont appris non seulement la stratégie, mais aussi la patience, l'importance de réfléchir avant d'agir et d'assumer la responsabilité de chaque mouvement que je faisais. Mais tout n'était pas soleil et rire dans mon enfance. Il y avait des moments, souvent la nuit, où je m'allongeais dans mon petit lit dans ma petite chambre, me demandant où étaient mes parents. Que faisaient-ils? Pourquoi m'avaient-ils laissé? Pourquoi ne voulaient-ils pas de moi? Ces questions étaient comme de petites pierres s'accumulant silencieusement dans mon cœur, me faisant me sentir comme une pièce de puzzle qui ne s'adaptait nulle part. Un soir, quand j'avais environ 7 ans, je me suis assis avec mon grand-père dans le salon. Dehors,
le vent de Sedona murmurait à travers les pins. Je tenais une pièce d'échecs, la faisant tourner dans ma main, et j'ai finalement rassemblé le courage de poser la question qui me hantait depuis si longtemps. Grand-père, pourquoi mes parents ne sont-ils pas ici avec moi? Il a fait une pause, sa main planant au-dessus d'un cavalier. Ses yeux ont rencontré les miens, non pas avec pitié, mais avec une profonde sincérité. Il a posé la pièce, a soupiré et a dit, « Ethan, dans ce monde, certaines personnes choisissent de vivre pour elles-mêmes. Elles courent après la joie, la liberté, ou tout ce qui les fait se sentir vivantes. Mais d'autres choisissent de vivre pour les autres, pour quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Tes parents, ils ont choisi leur propre chemin. Mais toi, tu es ici, et nous t'avons choisi. » Ces mots, simples mais tranchants, se sont gravés dans mon esprit comme une gravure. Ils n'ont pas effacé la douleur, mais ils m'ont donné un moyen de la comprendre. Je n'étais pas un enfant abandonné. J'étais un enfant choisi, aimé et élevé par deux personnes qui avaient consacré leur vie à ce qui était juste. Dans les années qui ont suivi, j'ai grandi dans cette maison, formé par les leçons de justice de mon grand-père et les étreintes de ma grand-mère. J'ai appris à faire du pain de maïs sans le brûler, à savoir quand une plante avait besoin d'eau et à lire les gros livres de droit que mon grand-père laissait sur la table. Mais surtout, j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de personnes qui choisissent de rester, peu importe où la vie les mène. Je ne savais pas alors que des années plus tard, mes parents reviendraient, non pas pour me trouver, mais pour réclamer ce qu'ils pensaient mériter. Je ne savais pas non plus que, dans mon chemin vers l'âge adulte, je ferais face à une plus grande douleur et à des pertes plus profondes, mais que je découvrirais aussi le sens de la justice, non seulement au tribunal, mais dans mon propre cœur. 12 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais été placé dans les bras de mes grands-parents dans leur petite maison à la périphérie de Sedona, où l'odeur de la terre rouge et des pins verts imprégnait chaque souvenir. J'avais 14 ans, un adolescent maigre aux cheveux bruns ébouriffés et aux yeux toujours fixés sur les vieux livres de droit de mon grand-père ou les parterres de tournesol du jardin de ma grand-mère. Sedona restait inchangé avec ses routes venteuses et ses maisons en adobe brillant sous le soleil doré orangé. Mais en moi, le monde devenait plus grand et plus compliqué. Mon grand-père, Robert Parker, était toujours le juge respecté de la région. Chaque matin, il enfilait sa veste de costume noir, nouait méticuleusement sa cravate et sortait de la maison d'un pas droit comme s'il portait le poids de la loi elle-même sur ses épaules. Mais je commençais à remarquer des rides plus profondes sur son front, et ses yeux s'égaraient parfois comme perdus dans une pensée lointaine. Ma grand-mère, Grace, était toujours aussi douce, mais je pouvais voir qu'elle se fatiguait. Le matin, quand elle allait au jardin, elle s'arrêtait pour reprendre son souffle, la main agrippant sa poitrine, son sourire faible comme si elle cachait quelque chose. Je n'osais pas demander, mais au fond de moi, je savais que le temps lui enlevait quelque chose de précieux. J'étais un bon élève, non pas parce que j'étais exceptionnellement brillant, mais parce que je ne voulais pas décevoir mes grands-parents. Chaque bonne note, chaque compliment d'un professeur que je rapportais à la maison comme de petits cadeaux pour voir les sourires sur leur visage. Mon grand-père m'enseignait toujours les échecs, mais maintenant je commençais à gagner quelques parties. « Tu apprends à voir plus loin, Ethan, disait-il, la voix pleine de fierté. Ma grand-mère m'apprenait à faire du pain de maïs parfait, même si j'oubliais encore d'ajouter du sel parfois. Tu dois être patient, Ethan, disait-elle en me froissant les cheveux. Tout ce qui est bon prend du temps. Mais alors tout a changé quand mes parents, Daniel et Laura, ont commencé à réapparaître. La première fois qu'ils sont venus, j'étais assis à la table de la cuisine en train de faire mes devoirs de mathématiques pendant que ma grand-mère cuisinait. Un coup fort et ferme a retenti dans la maison. Puis la voix familière d'un homme a appelé, « Papa, ouvre la porte. » C'est moi. Ma grand-mère a chuchoté doucement, ses yeux scintillant d'inquiétude. C'est Daniel. Mon cœur s'est emballé, non pas de joie, mais d'une étrange sensation, comme si j'étais sur le point d'affronter quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je me suis précipité pour ouvrir la porte. Mes parents ont eu l'air un instant surpris de me voir, puis ont rapidement retrouvé leur sang-froid comme si de rien n'était. Mon père est entré, toujours aussi grand que dans mes souvenirs flous, mais ses cheveux autrefois d'un noir de jais étaient maintenant parsemés de gris, et son sourire ne brillait plus. Ma mère marchait à ses côtés, toujours belle, mais ses yeux bleus étaient plus froids, comme si la vie avait usé sa chaleur. Ils m'ont serré dans leurs bras, mais l'étreinte était brève et maladroite, plus une formalité qu'une affection. « Tu as tellement grandi, Ethan, dit ma mère, mais son regard glissa au-delà de moi comme si je n'étais qu'un élément de la pièce.
Ils ne sont pas restés longtemps. Mon père s'est assis et a commencé à parler de leurs difficultés, un investissement raté, un contrat de parrainage annulé, une dette à payer de toute urgence. Ma mère a renchéri, sa voix douce mais acerbe, demandant à mon grand-père un petit prêt pour les aider à traverser cette phase. Mon grand-père Robert écoutait, son expression inchangée, mais j'ai vu sa main serrer fermement le bord de la table. Ma grand-mère Grace se tenait derrière le comptoir de la cuisine, silencieuse, ses mains tremblantes alors qu'elle versait du thé. Ils ont accepté d'aider non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ne voulaient pas que je sois témoin d'une dispute. Lors des visites suivantes, mes parents sont venus plus fréquemment. Chaque fois, l'histoire était la même, des promesses de retour, des excuses à moitié sincères et des demandes d'argent enveloppées de sourires forcés. J'ai commencé à réaliser une vérité douloureuse. Ils ne venaient me voir, moi et mes grands-parents, que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. « Ethan, comment vas-tu ? As-tu besoin de quelque chose ? Demandait mon père. Mais quelques instants plus tard, il se tournait vers mon grand-père, sa voix s'abaissant. « Papa, j'ai juste besoin de ça une dernière fois. » Ma mère essayait de m'entraîner dans des histoires sur sa vie glamour comme pour me faire oublier les années où il m'avait laissé. Mais je n'oubliais pas. Je ne pouvais pas. Une nuit d'automne, alors que le vent de Sedona soufflait si fort que les fenêtres claquaient, j'ai surpris une dispute depuis le salon. J'étais allé me coucher, mais la voix tranchante de mon père m'a réveillé en sursaut. Je me suis glissé dans le couloir, me tenant derrière la porte en bois légèrement ouverte, mon cœur battant la chamade. Mon père se tenait au milieu de la pièce, sa voix si forte qu'elle couvrait le vent. « Tu penses toujours que tu as raison, n'est-ce pas ? Tu penses que je ne suis pas assez bon, pas digne de cette famille. » Mon grand-père était assis dans son fauteuil, sa voix basse mais ferme. « Daniel, je n'ai jamais dit que tu n'étais pas digne, mais tu as choisi ton mode de vie, un mode de vie que je ne peux pas comprendre. Tu as laissé Ethan, ton fils, et maintenant tu viens ici non pas pour t'excuser, mais pour demander plus. » Demander ? Mon père a presque crié. Tu as de l'argent, une maison, tout. Je ne demande qu'une petite part, mais tu préfères t'y accrocher plutôt que d'aider ton propre fils. Je suis resté là, l'impression que mon cœur était serré. Je n'avais jamais vu mon grand-père comme ça. Ses épaules tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une douleur plus profonde. Daniel, dit-il, sa voix presque un murmure. Je t'ai tout donné, mais tu n'avais pas besoin de moi. Tu n'avais pas besoin d'Ethan. Tu n'as besoin que d'argent. L'air est tombé silencieux, suffocant. Mon père n'a pas répondu. J'ai entendu ses pas lourds, puis la porte a claqué. Je suis resté derrière la porte, les larmes coulant sur mon visage, mais je n'ai pas osé crier. Pour la première fois, j'ai compris que mon grand-père, l'homme aussi fort qu'une montagne, pouvait aussi se sentir impuissant. Il ne souffrait pas seulement pour mon père, mais parce qu'il ne pouvait pas changer son fils, ne pouvait pas le tirer de son égoïsme froid. Le lendemain matin, j'ai vu mon grand-père assis dehors sur la vieille chaise en bois où ma grand-mère s'asseyait souvent. Il regardait le jardin où les tournesols se fanaient dans le vent froid. Ses yeux étaient vides, comme s'il cherchait une réponse qu'il savait ne jamais venir. Je me tenais derrière la porte vitrée, le regardant et sentant la solitude d'un homme droit, un homme qui avait passé sa vie à défendre ce qui était juste, mais qui ne pouvait pas protéger son propre cœur. Les jours passaient, et j'avais maintenant 18 ans, un jeune homme grand et maigre aux cheveux bruns plus soignés et aux rêves clairs de devenir avocat comme mon grand-père. Sedona restait ma maison avec ses routes de terre rouge et ses couchers de soleil vibrants, mais j'avais commencé à voir le monde à travers les yeux d'un adulte. J'excellais à l'école, premier de ma classe, et je me préparais à obtenir mon diplôme de lycée, prévoyant de faire des études de droit. Mon grand-père Robert Parker était fier de moi, bien qu'il le dise rarement explicitement. Au lieu de cela, il le montrait par de subtils hochements de tête, la façon dont il posait sa main sur mon épaule après une partie d'échecs, ou les livres de droit qu'il laissait tranquillement sur mon bureau. Ma grand-mère Grace était toujours la lumière de notre foyer, mais cette lumière s'atténuait. Elle toussait plus souvent, et ses mains autrefois agiles, qui pétrissaient la pâte avec aisance, tremblaient maintenant en tenant une tasse de thé. Elle essayait toujours de s'occuper du jardin chaque matin, mais je la voyais souvent se reposer sur la chaise en bois, à bout de souffle, son sourire faible comme pour me rassurer. « Ne t'inquiète pas, Ethan, disait-elle en agitant la main. J'ai juste besoin d'un peu de repos. » Mon grand-père était inquiet aussi. Je le voyais à la façon dont il la regardait,
la façon dont il lui tenait la main plus longtemps en l'aidant à se lever. Mais tous deux essayaient de maintenir un monde paisible pour moi, comme pour me protéger des tempêtes qui se profilaient à l'horizon. Cette tempête est arrivée un soir d'hiver où le vent de Sedona hurlait si fort que les fenêtres claquaient. J'étais dans ma chambre en train d'étudier pour mes examens finaux lorsque j'ai entendu un coup familier et résolu à la porte. C'était encore mon père, Daniel. Sa voix résonnait depuis le salon, forte et confiante, dépourvue de toute trace de remords. Je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas voir mon grand-père entraîné dans un autre cycle de promesses vides. Mais alors la voix de mon grand-père a retenti, basse et tranchante. « Daniel, je ne peux pas continuer comme ça. Tu dois prendre soin de toi. » Je me suis tenu tranquillement derrière la porte. Mon père était au milieu de la pièce, toujours grand mais plus mince qu'avant, son visage marqué par les lignes d'un homme qui avait vécu trop vite, trop imprudemment. Mon grand-père était assis dans son fauteuil, les mains serrées, ses yeux non pas de colère, mais de douleur. Ma grand-mère se tenait à proximité, agrippant sa poitrine, essayant d'intervenir. « Daniel, s'il te plaît, plus de disputes. Nous sommes une famille. » « Famille ?» Mon père a ricané, sa voix coupante comme un couteau. « Tu aimes la loi plus que ta famille, n'est-ce pas? Tu préférerais rester assis sur ton banc de juge à juger le monde plutôt que de voir ce dont ton propre fils a besoin. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mon grand-père s'est levé brusquement, sa voix tremblante. « Daniel, oses-tu dire que je ne t'aime pas? Je t'ai tout donné, mais tu as choisi ton mode de vie. Une vie sans place pour Ethan, sans place pour nous. » Ma grand-mère s'est avancée, essayant de les calmer, sa voix fragile. « Assez, tous les deux. Daniel, mais avant qu'elle ne puisse finir, son visage est devenu pâle, et elle a agrippé sa poitrine, sa petite silhouette s'effondrant. Je me suis précipité de ma cachette, criant « Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mon grand-père s'est dépêché à ses côtés, la rattrapant, son visage blême, les mains tremblantes. « Grace, mon amour, reste avec moi, » a-t-il chuchoté, sa voix brisée par la peur. Mon père est resté figé, ses yeux jetant un coup d'œil à ma grand-mère comme si elle n'était qu'un obstacle. « Je n'ai pas le temps pour ça, » a-t-il dit froidement, puis est sorti. La porte a claqué, laissant un silence mortel derrière elle. Je me suis agenouillé à côté de ma grand-mère, mes mains tremblantes alors que je composais les services d'urgence. « S'il vous plaît, venez vite. » Ma grand-mère ne respire plus, ai-je crié au téléphone, les larmes coulant sur mon visage. Mon grand-père la serrait fort, murmurant comme une prière. « Grace, ne me quitte pas. S'il te plaît, Dieu, ne la prends pas, je ne l'avais jamais vu comme ça. » L'homme fort comme une montagne n'était plus qu'un vieil homme tremblant, impuissant face à sa douleur. L'ambulance est arrivée, ses lumières rouges clignotant dans la nuit tranquille. Les sirènes ont hurlé dans l'air, se mêlant au vent et au battement de mon cœur. Les ambulanciers se sont précipités dans la maison, plaçant rapidement ma grand-mère sur une civière. Mon grand-père lui a agrippé la main, ses lèvres tremblantes alors qu'il l'appelait désespérément par son nom. Je suis resté figé, puis j'ai couru après eux. Ils l'ont emmené dans l'ambulance, et alors que les portes se fermaient, la lumière rouge a balayé le visage pâle de mon grand-père. Je lui ai pris la main. Elle était froide et tremblante, comme si tout son monde venait de s'effondrer. À l'hôpital, nous étions assis sur des chaises métalliques froides. Le temps s'est étiré, lourd et infini. Mon grand-père était silencieux, son regard fixé sur un point lointain, comme si son âme dérivait vers un endroit que je ne pouvais pas atteindre. Des heures plus tard, un médecin est sorti, retirant son masque, le visage sombre. « Je suis vraiment désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, » a-t-il dit lentement. Elle a eu une crise cardiaque. Nous n'avons pas pu la sauver. J'ai regardé mon grand-père. Il n'a pas pleuré, seulement hoché la tête faiblement, les yeux vides, comme si la moitié de son âme venait de le quitter pour toujours. 3 jours plus tard, les funérailles de ma grand-mère eurent lieu dans une petite église de Sedona. L'air était lourd de larmes et de condoléances murmurées. Les habitants de la ville vinrent en masse, apportant des fleurs et des histoires de sa gentillesse. Mais Daniel et Laura, mes parents, étaient introuvables. J'avais gardé une lueur d'espoir qu'ils viendraient, que la mort de ma grand-mère les réveillerait. Je les ai rappelés, ma voix presque suppliante. Les funérailles de grand-mère sont demain. S'il vous plaît, venez pour elles.
mais leur messagerie vocale est restée silencieuse. Un vieil ami de mon grand-père, Frank Bennett, un avocat à la retraite, se tenait à mes côtés lors des funérailles, posant une main sur mon épaule et murmurant « Il ne te mérite pas, Ethan. Et il ne mérite certainement pas Grace. » Ces mots m'ont suffoqué, mais je ne pouvais pas discuter. Leur absence était un dernier coup de couteau, coupant le dernier fil qui me liait à eux. Je me suis tenu près du cercueil de ma grand-mère, regardant son visage serein comme si elle dormait simplement. Mon grand-père se tenait à mes côtés, silencieux, les yeux rougis. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu pleurer. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, et j'ai senti que mon cœur se brisait en morceaux. Il n'a rien dit, a seulement posé une main sur mon épaule, et j'ai su qu'il essayait d'être fort pour moi comme il l'avait toujours fait. Mais l'absence de mes parents à ce moment a rendu la douleur encore plus amère. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné enfant. Ils avaient abandonné ma grand-mère, la femme qui leur avait autrefois ouvert ses bras, bien qu'ils ne l'aient jamais valorisée. Cette nuit-là, alors que les bougies de l'église s'éteignaient, je me suis assis seul dans ma chambre, regardant le jardin maintenant vide. Je pensais à ma grand-mère, son sourire, la façon dont elle me tenait la main quand j'avais peur. Et je pensais à mes parents, leur insensibilité, la façon dont ils étaient partis sans regarder en arrière, même lorsque ma grand-mère nous avait quittés pour toujours. Dans mon cœur, un vœu silencieux a pris forme. Je deviendrai un défenseur de la justice, non seulement pour punir les coupables, mais pour m'assurer que personne d'autre n'aurait à endurer l'impuissance que mon grand-père et moi avions ressentie, blessés par l'indifférence des autres. Le matin après les funérailles, j'ai trouvé mon grand-père debout dans la cuisine, tenant une tasse de café qui avait refroidi. Il ne disait rien, regardait simplement par la fenêtre où le soleil de Sedona baignait les pins. Mon grand-père, Robert Parker, le juge qui autrefois commandait le respect dans toute la région, semblait maintenant plus petit, comme si la mort de ma grand-mère avait drainé une partie de sa vitalité. Quelques semaines plus tard, il m'a appelé dans le salon où ses livres de droit étaient toujours soigneusement rangés sur les étagères. Il s'est assis, sa voix basse mais claire. « Ethan, j'ai décidé de prendre ma retraite. Un homme qui n'a pas pu protéger celle qu'il aimait n'a plus le droit de siéger sur le banc. » Ces mots m'ont sidéré. Je voulais protester, lui dire qu'il était toujours l'homme le plus fort que je connaissais, mais ses yeux, tristes mais résolus, m'ont réduit au silence. Il avait passé plus de 30 ans comme juge, pesant la justice avec une intégrité inébranlable, mais maintenant il choisissait de se retirer, non par faiblesse, mais parce qu'il sentait qu'il avait échoué à ce qui importait le plus, garder ma grand-mère avec nous. À partir de ce moment-là, il vécut plus tranquillement. Il passait ses journées à lire les vieux romans que ma grand-mère avait aimés ou à s'occuper des fleurs qu'elle avait plantées dans le jardin. Mais je remarquais que malgré ses efforts pour maintenir le jardin en vie, ses yeux portaient toujours une profonde tristesse, comme s'il cherchait son ombre dans chaque pétale. Je ne savais pas comment soulager sa douleur, alors je fis la seule chose que je pouvais, je restais à ses côtés. Je faisais la vaisselle, tondais la pelouse et l'écoutais raconter de vieilles affaires, même si je les avais entendues des centaines de fois. Je devins son ancre émotionnelle, tout comme lui et ma grand-mère avaient autrefois été les miens. Dans mon cœur, une promesse silencieuse grandit et se renforça. Je continuerai le chemin de la justice qu'il avait tracé, non seulement pour défendre ce qui est juste, mais pour protéger les cœurs comme celui de ma grand-mère, vulnérables à l'indifférence du monde. Après avoir obtenu mon diplôme de lycée, j'ai été accepté à la faculté de droit de l'Arizona State University avec une bourse complète. Le jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation, je suis rentré chez moi en courant et l'ai remise à mon grand-père. Il l'a lue, m'a posé la main sur l'épaule et a dit simplement « Tu me rends fier, Ethan. » Mais j'ai vu la lueur de larmes dans ses yeux, et j'ai su qu'il n'était pas seulement fier de moi. Il espérait que j'accomplirais ce qu'il estimait ne pas avoir accompli. Les premières années d'université furent un défi épuisant. Je voulais être indépendant, refusant les offres de mon grand-père pour m'aider avec les frais de scolarité, bien qu'il ait insisté plusieurs fois. « Ethan, j'ai des économies, disait-il. » Mais je secouais la tête. « Je veux faire ça moi-même, grand-père. Je dois le prouver à moi-même. » Alors je travaillais tout en étudiant, faisant la plonge dans un petit restaurant, rangeant des livres à la bibliothèque de l'école. Certaines nuits, je ne dormais que 3 heures, mes yeux brûlaient à force de lire sous des lumières tamisées. Certains jours, je faillis céder sous la pression, mais chaque fois que je pensais à mon grand-père, à ma grand-mère, je me disais, je ne peux pas abandonner.
mon grand-père m'écrivait des lettres manuscrites sur du papier jaune pâle, son écriture aussi soignée que son caractère. Il écrivait sur de vieilles affaires, des moments où il se trouvait à la croisée des chemins du bien et du mal, et la signification de la pratique du droit non pas pour gagner, mais pour protéger. Ethan, écrivait-il dans une lettre, la justice n'est pas une destination. C'est un voyage, et parfois il te brisera le cœur. Mais souviens-toi, tu ne marches pas seul. Ces lettres étaient une flamme qui me réchauffait les jours les plus froids, un rappel que je suivais le chemin qu'il avait tracé. 6 années de faculté de droit furent 6 années de forge de résilience. J'ai appris à me relever après chaque échec, à rester calme sous pression et à croire en moi, même quand tout semblait contre moi. J'ai grandi à travers le chagrin, la douleur de perdre ma grand-mère, la douleur de voir mon grand-père se consumer et la douleur des questions sans réponse sur mes parents. Mais ce chagrin même m'a façonné en quelqu'un de constant, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le cœur. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme en droit, le soleil de Sedona brillait plus fort que jamais. J'étais sur scène, en toge et toque, le cœur battant à tout rompre lorsque mon nom a été appelé. J'ai regardé l'auditoire où mon grand-père était assis, toujours grand et mince, ses cheveux argentés scintillant sous les lumières. Il portait son vieux costume noir, mais son visage s'est éclairé d'un sourire, le premier que j'ai vu depuis le décès de ma grand-mère. En descendant, il m'a serré dans ses bras plus fort que jamais et a murmuré, « Ta grand-mère serait si fière, Ethan. » Ses yeux brillaient, et j'ai su à ce moment-là qu'il voyait non seulement moi, mais un morceau d'elle, un morceau de lui-même. Après ce jour, je suis retourné à Sedona, armé de mon diplôme de droit et d'un désir ardent de vivre à la hauteur des leçons que mes grands-parents m'avaient inculquées. J'ai été embauché comme procureur adjoint au bureau du procureur de district, un travail rempli de pression, mais débordant de sens. Chaque jour, j'entrais au bureau face à des piles de dossiers allant du petit vol à la fraude financière complexe. J'ai appris à me tenir au tribunal, à affronter des regards sceptiques et à défendre la justice avec l'intégrité que mon grand-père avait gravée dans mon âme. Bien que retraité, mon grand-père est resté ma lumière directrice. Il ne siégeait plus sur le banc, mais sa sagesse et sa compassion étaient une source inépuisable d'inspiration. Chaque soir, après de longues heures de travail épuisantes, je rentrais dans la vieille maison à la périphérie de Sedona, où il vivait encore, s'occupant d'un jardin maintenant réduit à quelques fleurs solitaires. Nous nous asseyions dans le salon près de l'échiquier usé de ma grand-mère, ses pièces ébréchées portant encore la chaleur des jours passés. J'apportais des dossiers, les lui lisant à voix haute, et nous discutions non seulement de la loi, mais de l'éthique, de l'équité et des lignes floues entre le bien et le mal. Être procureur, ce n'est pas de gagner, Ethan, a-t-il dit un soir alors que la lumière dorée de la lampe projetait des ombres sur son visage ridé. C'est de protéger ce qui est juste, même quand cela te brise le cœur. Parfois, tu feras face à des choix difficiles, mais ne laisse jamais ton cœur perdre la foi. J'ai hoché la tête, mémorisant chaque mot comme s'il s'agissait de pierres précieuses qu'il me laissait. Mes collègues du bureau ont commencé à me respecter, non pas parce que j'étais plus compétent qu'eux, mais pour le calme et l'intégrité que j'apportais à mon travail. Je ne me suis jamais précipité pour condamner, jamais laissé les émotions l'emporter sur la raison, bien que certaines affaires me gardent éveillé la nuit. Une fois, j'ai traité une affaire de vol impliquant un adolescent à peine plus âgé que moi des années auparavant. Il se tenait au tribunal, les yeux remplis de panique, et j'ai vu un morceau de moi-même, un garçon autrefois perdu au milieu de questions sans réponse. Je suis rentré chez moi et j'ai raconté à mon grand-père, qui m'a regardé avec des yeux doux. Il n'a pas seulement besoin de justice, Ethan. Il a besoin d'une chance. Donne-lui ce que tes parents ne t'ont jamais donné. J'ai suivi son conseil, recommandant une peine plus légère avec une réhabilitation obligatoire. Plus tard, quand le garçon m'a envoyé une lettre de remerciement, j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. Les moments passés avec mon grand-père furent les plus beaux chapitres de ma vie. Nous n'étions pas seulement grand-père et petit-fils, nous étions amis. Un juge qui avait parcouru le chemin de la justice et un procureur qui le commençait à peine. Chaque fois que je rencontrais des difficultés avec mes premières affaires, je me tournais vers lui. Nous nous asseyions tard dans la nuit, autour de tasses de thé froide et du vieil échiquier, parlant de choses grandes et simples. Il partageait des histoires de sa jeunesse, comment ma grand-mère lui avait fait croire en l'amour, et comment il avait appris que la justice n'était pas seulement une question de loi, mais aussi de cœur de ceux qui les défendent. Mais le temps n'attend personne. Mon grand-père s'affaiblissait. Ses toux sèches devenaient plus fréquentes, et parfois il oubliait le nom d'un livre ou une histoire qu'il avait déjà racontée. Je m'inquiétais.
Mais il se contentait de sourire. N'aie pas peur, Ethan. Je suis vieux, mais mon cœur est toujours là avec toi. J'essayais de passer plus de temps avec lui apportant des histoires du tribunal, même si parfois je voulais juste qu'il se repose. Mais il insistait toujours, dis-moi, Ethan. La justice est ce qui me maintient en vie. Un matin d'automne, alors que la douce lumière du soleil de Sedona filtrait à travers la fenêtre, je lui rendis visite. La maison était étrangement silencieuse. Pas de tout, pas de bruit de page tournée. J'entrai dans le salon et le vis assis près de la fenêtre, la tête penchée en avant, un journal ouvert sur ses genoux. Mon cœur se serra. J'appelai doucement, grand-père. Mais il ne répondit pas. Il était décédé paisiblement dans son sommeil, comme s'il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis la mort de ma grand-mère. Je m'agenouillai à ses côtés, des larmes coulant silencieusement. Sur la dernière page du journal, son écriture tremblante disait « La vraie justice ne se trouve pas dans une salle d'audience, mais dans le cœur de ceux qui continuent d'y croire. » Je fermai le journal, embrassai sa main frêle et murmurai « Merci, grand-père, pour tout. » Je savais qu'à partir de maintenant, j'avancerais seul. Mais lui et ma grand-mère seraient toujours dans mon cœur à chaque décision, à chaque pas que je ferais sur le chemin de la justice. Dans les jours qui suivirent la mort de mon grand-père, Sedona sembla perdre sa lumière familière. Les routes de terre rouge, les pins verts, et même les couchers de soleil prenaient désormais une teinte sombre, comme si la ville elle-même pleurait l'un de ses plus grands fils. J'ai organisé les funérailles de mon grand-père avec tout le soin que je pouvais rassembler. La petite église qui avait autrefois abrité les funérailles de ma grand-mère a rouvert ses portes. Mais cette fois, l'air semblait plus lourd, car je savais que j'avais perdu la dernière personne qui était vraiment ma famille. Les funérailles furent solennelles, avec des rangées de sièges remplis à pleine capacité. Les anciens collègues de mon grand-père, juges, avocats et greffiers vinrent de tout l'Arizona, apportant des histoires de son intégrité et de sa compassion. Les habitants de la ville, des vendeurs du marché aux agriculteurs qu'il avait autrefois aidés, y assistèrent également, offrant des fleurs et des condoléances sincères. Je me tenais là, en costume noir, écoutant leurs paroles à son sujet, comment il écoutait toujours, même ceux qu'il condamnait, et comment il faisait croire aux gens que la justice n'était pas seulement la loi, mais une flamme de vérité. Pourtant, dans mon cœur, je ne voyais que son image assis près de la fenêtre, son journal ouvert, et le regard triste dans ses yeux quand il parlait de mon père. Puis, Daniel et Laura, mes parents, sont apparus. Ils sont entrés dans l'église, vêtus impeccablement, comme s'ils assistaient à un événement mondain. Mon père portait un costume coûteux, ses cheveux lissés en arrière, mais son visage était froid, dépourvu de chagrin. Ma mère, dans une longue robe noire et des gants de soie, m'a regardé comme si j'étais une simple connaissance. Ils n'étaient pas là pour dire adieu à mon grand-père, je le savais. Ils sont venus pour voir ce qu'ils pourraient gagner de sa succession. Je suis resté silencieux, serrant les poings, me concentrant sur l'organisation des funérailles. Mais chaque fois que je les voyais, je sentais le gouffre infranchissable entre nous. Ils n'étaient pas ma famille. Ma famille était mes grands-parents, la petite maison avec son jardin de tournesol, les soirées près de l'échiquier et les lettres manuscrites. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de Thomas Reed, un ami de longue date de mon grand-père. Son bureau, situé au centre-ville de Sedona, avait des murs en bois sombre et une légère odeur de vieux livres. Monsieur Reed, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, a ouvert le testament de mon grand-père, sa voix ferme et claire. Mes parents étaient assis en face de moi, les yeux perçants, comme s'ils anticipaient un grand prix. Je me suis assis tranquillement, les mains posées sur mes genoux, essayant de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Monsieur Reed a commencé à lire. Tous mes biens, y compris la maison, le terrain, les actions et l'épargne totalisant environ 5 millions de dollars, sont légués à mon petit-fils, Ethan Parker. Il a fait une pause, m'a regardé, et a continué. Robert a laissé une note. Je crois que seul ce petit-fils comprend la valeur de l'intégrité. La pièce devint étouffante. J'entendis l'inspiration brusque de ma mère, mon père marmonnant quelque chose à voix basse. Puis monsieur Reed continua. À mon fils, Daniel Parker, je laisse mon journal, où j'ai consigné mes pensées et mes espoirs. Un journal? Il m'a laissé un vieux carnet. Mon père cria, sa voix résonnant dans la petite pièce. Son visage était rouge de colère. Monsieur Reed tenta de rester calme, mais je vis ses mains se serrer.
Daniel se précipita vers le bureau, s'empara du journal et le jeta par terre comme s'il était sans valeur. Je vais poursuivre en justice. Je ne laisserai pas ce gamin tout prendre, rugit-il, puis saisit le bras de ma mère et sortit en trombe, laissant un lourd silence derrière eux. Je me suis doucement baissé et j'ai ramassé le journal. Sa couverture en cuir usé me semblait familière, portant la chaleur de mon grand-père dans chaque page. Je l'ai ramené à la vieille maison, où les échos des rires de ma grand-mère et de la voix posée de mon grand-père persistaient encore. Ce soir-là, je me suis assis seul dans le salon sous la faible lueur d'une lampe. J'ai ouvert le journal, lisant chaque ligne qu'il avait écrite, ses pensées sur la loi, les affaires qu'il avait jugées, et mon père. Il écrivait sa déception en voyant Daniel devenir un homme guidé par l'égoïsme, mais aussi l'amour tranquille qu'il portait à son fils, même en sachant que Daniel ne comprendrait peut-être jamais. Dans chaque ligne, je voyais un père qui avait essayé, espéré et échoué à enseigner à son fils ce qui était juste. Mais je voyais aussi un grand-père qui avait réussi avec moi, qui m'avait appris non seulement la justice, mais aussi les cœurs de ceux qui y croient. Je fermai le journal, des larmes coulant silencieusement. Je compris à chaque ligne qu'il n'avait pas seulement écrit sur la loi, mais sur le cœur d'un père qui avait échoué à enseigner à son fils ce qui était juste. Je plaçai le journal sur l'étagère à côté de ces vieux livres de droit, jurant que ces enseignements ne seraient pas oubliés. Mais je ne m'attendais pas à ce que, quelques semaines plus tard, ce journal devienne le centre d'une tempête que mes parents allaient déclencher. Daniel, mon père, ne pouvait accepter le testament. Après avoir quitté le cabinet d'avocat de Thomas Reed en rage, il devint encore plus amer. J'ai appris par des connaissances qu'il racontait à quiconque voulait l'entendre à Sedona que j'avais manipulé mon grand-père, que moi, un jeune procureur débutant, j'avais profité de son état affaibli pour m'emparer de sa succession. Ma mère, Laura, se tenait derrière lui, l'encourageant de sa voix douce mais glaciale. Ils ont engagé un avocat privé astucieux, un homme à l'allure soignée et aux yeux vifs comme des couteaux, et très vite, une poursuite a été déposée devant le tribunal civil de l'Arizona. Leur accusation me transperça comme une lame. Ethan Parker a indûment influencé et exploité l'état affaibli du défunt, Robert Parker, pour modifier le testament et réclamer injustement la succession. La nouvelle s'est répandue comme le vent de Sedona. Les journaux locaux ont titré en gros caractères « Jeune procureur poursuivi en justice par ses propres parents pour un litige successoral ». Ces mots en gras me serraient la poitrine. Je n'aurais jamais imaginé être au centre d'un procès, surtout un intenté par mes propres parents. Le bureau du procureur de district où je travaillais a dû me suspendre temporairement pour assurer l'impartialité. Mes collègues me regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité, mais je ne leur en voulais pas. J'ai tranquillement vidé mon bureau, ramené mes piles de dossiers chez moi et me suis préparé à une bataille que je ne voulais pas mener. Le juge Michael Grayson fut désigné pour présider l'affaire. Lorsque j'entrai dans la salle d'audience le premier jour, je le vis, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux poivre et sel, et aux yeux vifs, mais non froids. Mon cœur fit un bond en le reconnaissant. Plus de 20 ans auparavant, quand j'étais enfant, mon grand-père m'avait emmené dans une salle d'audience où Grayson, alors jeune greffier, travaillait. Je me souviens qu'il s'était accroupi, m'avait souri et m'avait dit « Mon petit, si tu veux faire du droit, souviens-toi que la justice n'est jamais facile, mais elle vaut toujours la peine d'être défendue. » Maintenant, il était assis sur le banc, et quand nos regards se croisèrent, je vis une lueur de reconnaissance, comme si lui aussi se souvenait de ce garçon d'il y a des années. Mais nous sommes tous deux restés silencieux, respectant l'impartialité du procès. Le procès commença dans une atmosphère tendue. Mes parents, soutenus par leur avocat, proférèrent des mots durs. Ils me traitèrent d'opportuniste, affirmant que j'avais exploité l'affection de mon grand-père, manipulant un vieil homme frêle pour m'emparer de sa fortune. Chaque mot était comme une blessure, mais je restais calme, imitant la façon dont mon grand-père faisait autrefois face aux accusations au tribunal. Je soumis des preuves, des lettres que mon grand-père m'avait écrites, des documents prouvant sa clarté mentale lors de la rédaction du testament, et témoignaient de manière concise et claire. Je ne voulais pas que le procès devienne une bataille émotionnelle. Je voulais qu'il soit juste comme Robert Parker me l'avait appris. Je voulais qu'il soit juste comme mon grand-père me l'avait appris. Le journal de mon grand-père est devenu la preuve essentielle. Thomas Reed, avec sa voix chaude et posée, s'est présenté devant le tribunal et a confirmé que Robert avait écrit à plusieurs reprises sa confiance et sa déception envers son propre fils. Reed a lu à haute voix un passage, « Daniel est mon fils, mais il a choisi un chemin que je ne peux suivre. Je place ma confiance en Ethan non pas pour la richesse,
mais parce qu'il comprend que la justice est le cœur de ceux qui y croient. Ces mots ont fait taire la salle d'audience. J'ai regardé mon père, l'ai vu baisser la tête, les mains serrées, mais il n'a rien dit. Le juge Michael Grayson a ajourné le procès pour examiner les preuves. Alors que tout le monde quittait la salle d'audience, je l'ai vu s'attarder. Son regard était fixé sur une photo de mon grand-père au mur, une image de lui en toge de juge avec un sourire sévère mais chaleureux. Les yeux de Grayson étaient remplis d'émotions teintées de la tristesse de vieux souvenirs, comme s'il se remémorait les jours où lui et mon grand-père avaient combattu ensemble pour la justice. Je suis sorti du tribunal, le cœur lourd, mais certain que, quel que soit le résultat, j'avais fait ce que mon grand-père aurait attendu. Les jours d'attente du verdict passaient lentement, comme si le temps s'étirait délibérément pour tester ma patience. Sedona restait vibrante avec ses routes de terre rouge et son soleil radieux, mais pour moi tout semblait enveloppé d'une brume de poussière. Je suis retourné à la vieille maison de mes grands-parents, m'asseyant dans le salon où l'échiquier de ma grand-mère reposait toujours sur l'étagère et les livres de droit de mon grand-père étaient soigneusement alignés. J'ai ouvert son journal, relisant les lignes qu'il avait écrites sur mon père, sur l'amour, la déception et un espoir qui ne s'est jamais éteint. Chaque mot était un rappel que je ne me battais pas seulement pour un héritage, mais pour les valeurs qu'il m'avait transmises. Le jour où le procès a repris, la salle d'audience était bondée. Les médias locaux s'étaient rassemblés à l'extérieur, les caméras clignotaient, et le murmure de la foule formait un fond incessant. Plus d'habitants de Sedona se sont présentés que je ne m'y attendais, certains par curiosité, d'autres par respect pour mon grand-père, et d'autres encore pour voir la justice rendue. J'étais assis à la table de la défense, agrippant fermement le bord, essayant de maintenir ma respiration stable. Mes parents étaient assis en face de moi. Le visage de Daniel tendu par la tension. Les yeux de Laura froids mais trahissant une lueur d'anxiété. Ils étaient toujours vêtus impeccablement, mais leur élégance semblait maintenant déplacée comme un masque qui ne convenait plus. Le juge Michael Grayson est entré, sa robe noire bruissant légèrement alors qu'il prenait place. La salle d'audience est devenue silencieuse, à l'exception du bruissement des papiers et d'une légère toux. Grayson a parcouru la pièce du regard, son regard s'attardant sur moi un instant. Puis il a commencé à lire le verdict. Sa voix était profonde, claire, et portait un poids qui a fait retenir son souffle à la pièce. Après avoir examiné attentivement les preuves et les témoignages, le tribunal a rejeté les allégations du plaignant dans leur intégralité. Le testament de Robert Parker est jugé légal et l'héritage appartient à Ethan Parker, a déclaré le juge Michael Grayson. Il a fait une pause, regardant directement mes parents, puis a dit lentement, « La justice ne prend pas parti pour le sang, mais pour la vérité. » Un murmure a parcouru la pièce, mais je l'ai à peine entendu. Une vague de froid m'a envahi comme si un fardeau invisible avait été soulevé de mes épaules. Mon père a baissé la tête, ses mains serrées tandis que ma mère se détournait, ses lèvres pressées en un mélange de déception et de honte. Je n'ai pas ressenti de triomphe, seulement une tristesse rampante. Ce n'était pas ce que je voulais, un procès qui me séparait de ceux qui m'avaient donné la vie, mais je savais que c'était ce que mon grand-père aurait voulu. La vérité devait être protégée quel qu'en soit le coût. Alors que la salle d'audience se vidait, je me tenais là, tenant le journal que j'avais soigneusement restauré. Ses pages étaient recollées, sa couverture en cuir nettoyée. J'ai approché mon père qui était resté assis immobile. « Papa, dis-je, ma voix douce mais ferme. Tu devrais relire ce journal. Non pour t'excuser, mais pour comprendre pourquoi grand-père ne t'a jamais cessé de t'aimer. » Je tendis le journal, le cœur battant, incertain de sa réaction. Daniel me regarda et pour la première fois ses yeux ne contenaient ni colère ni arrogance. Il resta silencieux un long moment, puis tendit ses doigts tremblants légèrement alors qu'il prenait le journal. Il ne dit rien, seulement hocha la tête. Un petit geste comme un signe de reddition, non pas à moi, mais aux vérités qu'il avait longtemps refusé d'affronter. Laura se tenait derrière lui, son regard détourné, mais elle n'intervint pas. Ils partirent, leur silhouette disparaissant par les portes de la salle d'audience me laissant avec un étrange sentiment de vide. Je suis sorti du palais de justice, le soleil chaud de Sedona m'enveloppant. Une douce brise a fait voltiger le dossier que je tenais à la main, un symbole de justice rétabli à sa juste place. Je suis resté là, respirant profondément, sentant la chaleur du soleil et une paix tranquille s'installer dans mon cœur. Je savais que quelque part mon grand-père souriait, et ma grand-mère aussi. Il m'avait appris que la justice n'est pas seulement un verdict, c'est aussi la façon dont nous vivons,
la façon dont nous choisissons de défendre ce qui est juste même lorsque nos cœurs sont brisés. Le procès n'a pas seulement laissé des cicatrices dans mon cœur. Il a remué tout Sedona. Les journaux locaux, du Sedona Tribune aux plus petits médias, ont fait la une sur le jeune procureur poursuivi par ses propres parents pour un héritage. J'étais habitué à l'examen minutieux, mais ce qui m'a surpris, c'est la façon dont la communauté a tourné son regard jugeant ailleurs, vers mes parents. Les habitants de la ville ont tourné leur dédain et leur mépris vers Daniel et Laura, mes parents. Au marché du week-end où j'achetais des légumes, les chuchotis ne me visaient plus, mais eux. Rosa, la fleuriste, m'a un jour pris la main et a dit doucement, « Tu es comme ton grand-père, Ethan. Tes parents, ils sont une honte. » J'ai entendu d'autres vendeurs parler, leur voix remplie d'indignation. Daniel Parker, autrefois une star locale du basketball, poursuit son propre fils pour de l'argent. Incroyable. Certains ont même refusé de vendre à ma mère quand elle est apparue, leur regard froid signalant qu'elle n'était plus la bienvenue à Sedona. Je ne prenais aucun plaisir à entendre ces mots, mais je ne pouvais nier que les actions de mes parents les avaient aliénés d'une communauté qui les admirait autrefois. Dans les cafés et les boulangeries où se rassemblaient les habitants de Sedona, le procès est devenu un sujet de conversation sans fin. Une fois, en faisant la queue pour du pain, j'ai entendu un groupe de personnes âgées parler de Daniel. Il était autrefois la fierté de la ville, a dit l'un d'eux en secouant la tête, mais maintenant, il poursuit son propre fils pour quelques dollars. Robert Parker aurait le cœur brisé. Laura n'a pas échappé non plus aux critiques. Un article local la décrivait comme la mère qui a abandonné son fils pour la gloire et qui revient maintenant réclamer un héritage. Les mots coupaient comme des couteaux et je savais que ce n'étaient pas seulement des paroles. Ils reflétaient une ville qui avait perdu confiance en ce qu'elle considérait autrefois comme des icônes. Même au sein de la communauté juridique, où mon grand-père était une figure imposante, mes parents furent accueillis avec une profonde déception. Un soir, alors que je rendais visite au cabinet de Thomas Reed pour le remercier de son soutien pendant le procès, il soupira et dit, « Ethan, toute cette ville sait ce que Daniel et Laura ont fait. Ils ne t'ont pas seulement trahi, ils ont trahi l'héritage de Robert. » Il raconta que les anciens collègues de mon grand-père, des juges au greffier, avaient exprimé leur indignation. Un juge à la retraite avait même déclaré sans détour lors d'une réunion, « Daniel Parker ne mérite pas de porter le nom de son père. » Ces réactions me laissaient perplexe. D'un côté, je savais que mes parents avaient provoqué ces conséquences. De l'autre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tristesse rampante. Ce sont eux qui m'avaient donné la vie et, malgré la douleur qu'ils avaient causée, je ne voulais pas les voir rejetés par toute une ville. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail pour noyer les commérages, me plongeant dans les dossiers, les histoires quotidiennes de Sedona où chaque page était un morceau de vie et de destins humains. Je traitais de petites affaires, mais chacune portait son propre poids, comme les leçons que mon grand-père m'avait enseignées, que la justice n'est pas seulement une question de verdict, mais de restaurer l'espoir aux perdus. L'une de mes premières affaires après le procès impliquait Elena, une jeune femme de 20 ans accusée de vandalisme pour avoir brisé la porte vitrée d'une boutique haut de gamme du centre-ville. Quand je l'ai rencontrée dans la salle d'interrogatoire, je n'ai pas vu une délinquante, mais une fille aux yeux rouges, aux cheveux ébouriffés, et à la voix tremblante alors qu'elle parlait d'avoir été harcelée par le propriétaire du magasin. « Je voulais juste qu'il arrête », a-t-elle murmuré en agrippant le bord de la table. J'ai examiné son dossier, examiné les preuves, et réalisé que ses actions ne provenaient pas d'une colère insensée, mais du désespoir. Au tribunal, j'ai présenté la vérité, soulignant ces circonstances et recommandé des conseils plutôt qu'une punition. Lorsque le juge a accepté, Elena m'a regardé, des larmes coulant, et a dit « Merci de m'avoir cru ». À ce moment-là, j'ai senti mon grand-père quelque part hocher la tête en signe d'approbation, comme pour me rappeler que la justice signifie parfois écouter et comprendre. Puis il y a eu des cas plus complexes comme celui de Maria, une mère célibataire accusée de fraude aux prestations sociales. Son dossier révélait qu'elle avait utilisé l'argent pour acheter des médicaments pour son fils malade. Au tribunal, son avocat de la défense a fait valoir qu'il s'agissait d'un acte de désespoir, non de cupidité. Alors que je me tenais devant le juge pour présenter les preuves, j'ai entendu la voix de mon grand-père dans mon esprit. La justice n'est pas seulement la loi, Ethan. C'est le cœur. J'ai recommandé une peine réduite l'obligeant à rembourser les fonds progressivement. Lorsque le juge a approuvé, le regard reconnaissant de Maria m'est resté en mémoire. Je n'étais pas sûr d'avoir tout fait parfaitement, mais je savais que j'avais essayé de protéger ce qui était juste, comme mon grand-père l'avait fait.
Une autre affaire qui me tenait éveillé la nuit concernait Roré, un vieux vendeur de rue accusé d'avoir agressé un client. Roré, près de 70 ans, avait un visage buriné et des mains calleuses. Au tribunal, j'ai appris que le client l'avait insulté et bousculé, ce qui avait poussé Roré à se défendre avec colère. Je me suis tenu devant le juge, j'ai exposé la vérité et j'ai demandé que les charges soient abandonnées, soulignant que la justice doit prendre en compte le contexte. Lorsque Roré a été libéré, il m'a serré la main, la voix tremblante. « Merci de m'avoir écouté. » J'ai souri, mais intérieurement, j'ai senti mon grand-père hocher la tête à nouveau. Ces affaires, bien que modestes, étaient ma façon de perpétuer le chemin de mon grand-père. Chaque dossier était une histoire. Chaque décision une chance de défendre ce qui est juste. Mes collègues ont commencé à m'appeler l'héritier de Robert Parker, non seulement pour l'héritage, mais pour la manière dont je travaillais calmement, avec intégrité, en mettant toujours la vérité en premier. Pourtant, je portais un vide en moi. Je travaillais pour oublier la douleur du procès. Mais chaque fois que j'ouvrais le journal de mon grand-père, je voyais Daniel, le père qui l'avait jeté, et Laura, la mère qui ne m'avait jamais regardé avec les yeux d'une mère. Un soir tard, alors que les lumières de Sedona s'éteignaient, j'étais assis dans mon appartement, mon bureau enfoui sous les papiers. Un dossier ouvert était devant moi, mais mes yeux étaient fatigués, mon esprit vagabondait vers les souvenirs de mes grands-parents. Mon téléphone sonna soudainement, affichant un numéro inconnu. J'hésitais, pensant que c'était peut-être un faux numéro, mais je répondis. « Allô » dis-je, ma voix rauque de fatigue. « Fils. » La voix à l'autre bout était basse, rocailleuse, et étrangement familière. C'était Daniel, mon père. Je me redressai, le cœur battant, incertain de ce à quoi m'attendre. Il continua, sa voix tremblante, dépouillée de l'arrogance ou de la colère que j'avais toujours connue. « J'ai relu le journal, dit-il. Cette fois, je l'ai lu en entier. Il y avait des choses que je n'avais jamais comprises avant qu'il ne soit trop tard. Je restai silencieux, serrant le téléphone fermement. J'entendis sa respiration irrégulière et lourde, comme s'il luttait pour retenir son émotion. À chaque page, dit-il, sa voix brisée, je me suis vu, un fils égaré, un père raté. J'ai vu ce que papa a écrit sur moi, son amour, ses déceptions. Je ne voulais pas y croire, mais il avait raison. Je n'ai jamais été digne de lui. Ces mots me frappèrent comme une rafale froide. Je voulais répondre, dire quelque chose, mais ma gorge se serra. Daniel continua doucement. Je ne demande pas pardon, Ethan. Je sais que je ne le mérite pas. Mais j'espère avoir une chance de recommencer, même à partir des plus petites choses. Je veux t'appeler fils à nouveau, si tu me le permets. L'air de la pièce devint plus lourd. Je regardai par la fenêtre, où la faible lueur des lampadaires éclairait les pins à l'extérieur. Je pensais à mon grand-père, à ses mots dans le journal, comment il n'avait jamais cessé d'aimer mon père, malgré le chagrin. Je pris une profonde inspiration et répondis, ma voix douce mais ferme. Je ne sais pas si je peux pardonner encore, mais je sais que grand-père sourirait s'il te voyait essayer. L'appel se termina dans le silence, avec seulement le long bip persistant. Je posai le téléphone, sentant comme si un poids s'était soulevé de ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais aucune haine. Non pas parce que j'avais pardonné, mais parce que je réalisais, comme mon grand-père l'avait dit un jour, que la justice n'est pas seulement une punition. C'est donner au cœur perdu une chance de retrouver leur chemin. Je sais que mon parcours, de l'enfant abandonné au procureur défendant la justice, n'est pas seulement une histoire de droit, mais une histoire de cœur, de choix, et de la façon dont nous survivons aux blessures les plus profondes. J'ai grandi dans la maison de mes grands-parents, où l'amour n'était pas construit sur le sang, mais sur le dévouement. Mon grand-père, Robert Parker, m'a appris que la justice ne consiste pas seulement à déterminer le bien du mal. Il ne s'agit pas seulement de verdicts lus dans les salles d'audience ou de sentences qui tiennent les coupables responsables. La justice, comme il l'a dit un jour sur notre échiquier usé, est un rappel de regarder en nous-mêmes, de corriger nos erreurs, et d'apprendre à aimer correctement. Je me souviens des soirées où il était assis tranquillement, son regard triste fixé sur le jardin de ma grand-mère, comme s'il cherchait le pardon pour des choses qu'il ne pouvait pas changer. De lui, j'ai appris que la justice n'est pas une destination, mais un voyage exigeant patience et compassion. Ma grand-mère, Grace, avec son doux sourire et ses mains toujours occupées, m'a enseigné une autre leçon.
Le sang seul ne fait pas une famille. Mes parents, Daniel et Laura, m'ont donné la vie, mais ils n'étaient pas ma famille. La famille, ce sont ceux qui choisissent de rester, même quand il n'y a rien à y gagner pour eux. Ma grand-mère est restée, bien que je ne sois qu'un enfant qui lui avait été confié. Mon grand-père est resté, bien que son cœur ait été brisé par son fils. Ils m'ont choisi non pour la richesse ou la célébrité, mais par amour, un amour inconditionnel, ne demandant rien en retour. Cet amour m'a soutenu pendant les années d'abandon, pendant les jours douloureux de la perte de ma grand-mère, puis de mon grand-père, et face à la trahison de mes propres parents. Certaines nuits, je m'allongeais au lit en pensant aux fois où Daniel et Laura sont apparus, apportant des promesses vides et des demandes d'argent. Je pensais au procès, à la façon dont ils se tenaient au tribunal, m'accusant comme un étranger. La douleur de cette trahison m'a autrefois donné envie de transformer mon cœur en pierre, de verrouiller chaque émotion, pour qu'il ne puisse plus jamais être blessé. Mais alors, je me suis souvenu de mon grand-père, de son journal. Les lignes qu'il a écrites sur mon père avec un amour qui ne s'est jamais estompé, malgré le chagrin. Et je me suis souvenu de ma grand-mère, qui m'a appris à planter des tournesols, à prendre soin des choses fragiles, même de mon propre cœur. Si un jour vous vous trouvez trahi ou oublié, ne laissez pas votre cœur se transformer en pierre. Ne laissez pas la douleur faire de vous quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Au lieu de cela, vivez mieux qu'eux, non pour prouver quoi que ce soit, mais parce que c'est la façon la plus juste de rendre à la vie. J'ai choisi ce chemin, non seulement au tribunal, mais dans chaque décision, chaque action. J'ai choisi d'être procureur, non pas pour gagner, mais pour protéger. Pour protéger des personnes comme Elena, la mère désespérée, comme Carlos, l'immigrant traité injustement, comme les cœurs perdus ayant besoin d'une chance de recommencer. L'appel de mon père, Daniel, fut un tournant. Quand il a dit qu'il avait lu le journal, qu'il se voyait dans les mots de mon grand-père, j'ai réalisé que la justice n'est pas seulement des verdicts de tribunal. C'est le moment où un père reconnaît ses erreurs, la chance pour une relation brisée de guérir, même un peu. Je ne sais pas si je peux pardonner entièrement, mais je sais qu'en lui donnant une chance, j'ai été à la hauteur de ce que mon grand-père attendait. Et quelque part sous le soleil de Sedona, j'ai senti mes grands-parents sourire, fiers que je n'ai pas laissé mon cœur s'endurcir. Je me suis avancé sur le petit balcon de mon appartement, regardant la ville endormie en contrebas. Le vent de Sedona soufflait, portant l'odeur de la terre rouge et des pins verts. Je tenais le journal de mon grand-père, le feuilletant jusqu'à la dernière page, où il avait écrit « La vraie justice ne se trouve pas dans une salle d'audience, mais dans le cœur de ceux qui continuent d'y croire. » J'ai souri, sachant que je continuerais ce chemin, non seulement pour mes grands-parents, mais pour moi-même. Pour un monde où la justice ne distingue pas seulement le bien du mal, mais allume la compassion et l'espoir. Laissez un commentaire ou dites simplement ce que cette histoire vous a fait ressentir. Si vous avez apprécié, aimez et abonnez-vous. Cela nous aide vraiment à continuer à publier des histoires comme celle-ci. YouTube a choisi cet onglet suivant, et voyons s'ils ont bien fait.